Chers amis blagnacaises, chers amis blagnacais, bonsoir. On se retrouve ce soir pour le 5e live, 5e direct avec vous. Quand j'ai écouté hier soir Michel Serres, le philosophe, il était en train de nous expliquer que nous étions dans un monde totalement anxiogène et que finalement on ne retenait que ce qui allait très mal et qu'on oubliait de parler de ce qui allait bien. Alors c'est vrai que ce n'est pas parce que les choses ne vont pas bien qu'il ne faut pas en parler, mais il faudrait aussi parler des choses qui vont bien. Et donc j'ai décidé ce soir de commencer ce live par des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que nous avons eu le carnaval hier, et avant-hier, pardon, non, hier. Et ce carnaval s'est merveilleusement déroulé. Il s'est déroulé avec plus de 4000 familles, enfants, qui ont défilé dans les rues de Blagnac, et c'était vraiment un moment magique. C'est vrai que nous avons été gâtés samedi par la météo, ce qui a fait qu'effectivement la fête a été d'autant plus belle. Je voudrais remercier ici très directement toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour que cette fête soit très belle. Bien sûr, les éducateurs et les enfants des Alaé qui ont construit les chars, qui ont préparé les thèmes qui leur étaient proposés avec beaucoup d'envie. Je voudrais bien sûr remercier tous les animateurs qui ont contribué avec eux à cette préparation de toutes les écoles de Blagnac. Remercier aussi le Cirque Peps, qui est venu là faire des démonstrations pendant tout le défilé. Bien sûr, les musiques qui ont accompagné ce défilé et puis les services de la ville qui ont aussi permis cette réussite. Et je voudrais aussi remercier plus particulièrement les bénévoles qui ont poussé M. Carnaval jusqu'à sa mise à feu. Alors c'est vrai que cette fête a été un petit peu ternie par un incident, puisque au moment où on a brûlé M. Carnaval, on a eu des fusées qui sont parties et 2 enfants qui ont été très très légèrement blessés. Alors bien sûr, j'ai pris hier matin des nouvelles auprès des parents de ces enfants qui ont eu des légères brûlures, très légères. Pour revenir à ce que disait Michel Serres, je pense que ce qu'il faut retenir du carnaval, ce n'est pas cet incident. Bien entendu qu'il est regrettable, qu'il va falloir qu'on évite ce genre de choses, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est là aussi cette magnifique fête pour toutes les Blagnacaises et tous les Blagnacais. Et vraiment, l'esprit dans lequel s'est déroulé ce carnaval a été tout à fait remarquable. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le 2 avril, le parking du centre-ville va être ouvert au public. Alors, j'ai bien sûr eu beaucoup de questions par rapport à ce parking, comment ça va se passer, comment ça va fonctionner. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que si nous avons voulu que ce parking du centre-ville soit en place, ça n'est pas pour avoir de la recette sur la location du parking, pas du tout. C'était surtout pour permettre aux Blagnacaises et aux Blagnacais de venir en centre-ville, de pouvoir stationner, de pouvoir aller dans les commerces du centre-ville, pouvoir aller dans les restaurants, pouvoir aussi bien sûr aller faire leurs démarches à l'hôtel de ville. Mais si le parking avait été totalement gratuit, nous le savons, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'un certain nombre de personnes considèrent que les places du parking leur appartenaient et on pouvait assister à une privatisation, en quelque sorte, des places de parking. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une tarification. Alors naturellement, je l'ai dit, l'objectif c'est que les Blagnacaises et les Blagnacais puissent stationner au centre-ville. Ce qui veut dire que, tout comme la zone bleue, les 2 premières heures d'utilisation du parking sont gratuites. Donc les Blagnacaises et les Blagnacais qui viennent pour faire leurs courses ou pour faire des démarches à l'hôtel de ville, verront leurs 2 premières heures gratuites pour l'utilisation du parking. De la même façon, le parking sera gratuit aussi de 20h à minuit. Pourquoi gratuit de 20h à minuit? D'abord parce que sur cette plage horaire, on a des places,
Et ensuite, on a des gens qui veulent aller au restaurant, qui veulent aller au cinéma, et pour faciliter le stationnement de leur véhicule, ils pourront utiliser le parking. Alors pourquoi 20 heures jusqu'à minuit? Tout simplement parce que ce parking est un parking qui est sécurisé. Et à partir de minuit, le parking est fermé. On ne peut plus rentrer, bien sûr, on peut sortir, mais on ne peut plus rentrer. Donc, il était hors de question que l'on puisse pénétrer dans le parking après cette heure-là. Mais l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est qu'on puisse apporter ce service de stationnement aux habitants de notre commune. Donc, parking gratuit pendant 2 heures en journée, parking gratuit aussi le soir de 20h à minuit, et puis parking gratuit aussi le samedi de 13h à minuit et le dimanche de 7h du matin à minuit. Donc vous l'avez bien compris, on est dans cet objectif. Je pense effectivement que c'est un moment pour les commerçants, mais aussi pour les Blagnacaises et les Blagnacais qui est attendu. Et donc à partir du 2 avril, on pourra utiliser ce parking. Alors parking qui a aussi cette particularité, c'est en journée d'être avec les puits de jour éclairés naturellement. Et aussi, ce qu'on a souhaité, c'est que ce parking soit pour partie végétalisé, puisqu'il y a des arbres qui partent du parking et qui vont sortir sur la place des Arts. C'est une étape dans la procédure qui va vers l'achèvement de ce réaménagement de l'hôtel de ville et de la recomposition de la place Jean-Louis Puig et de la place des Arts. Tout cela sera terminé à la fin du mois de mai, et donc tous ces travaux prendront fin. Alors là aussi, je voudrais quand même remercier les riverains, les Blagnacaises et les Blagnacais pour leur patience. C'était un chantier très important, un chantier lourd, et donc ça a généré, bien sûr, un certain nombre de difficultés pour les riverains, pour les utilisateurs, mais je crois qu'on arrive aujourd'hui au bout de cette opération, et je pense que tout le monde aura à se réjouir de cette opération. Donc en fait, 2 bonnes nouvelles. Finalement, je rejoins ce que nous proposait Michel Serres en commençant par regarder le verre à moitié plein, parce qu'on a toujours l'occasion de regarder quand il est à moitié vide. Certains d'ailleurs ne regardent que le verre à moitié vide. Alors, par rapport à l'opération que nous avons mis en place, je vais ici vous faire part d'un certain nombre de questions qui m'ont été posées. Alors on a beaucoup de questions, bien sûr, qui tournent autour de la sécurité. Nani, par exemple, s'émeut des dégradations volontaires récentes au Baradel, avec bien sûr de la crainte, mais aussi de la colère des riverains, et elle ajoute en fait une crainte de stigmatisation de ce quartier. Patrick, lui, affirme que je vais encore dire que tout va bien, même s'il y a eu l'incendie d'une moto. Non, je ne dis pas que tout va bien. Sans quoi ce serait merveilleux. Je dis simplement, et je vais m'attacher à aller plus loin, que ce sont des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations, de mes préoccupations. Stéphanie, qui est infirmière, me dit qu'elle s'est faite agresser en janvier, un samedi soir. Il n'y avait aucune personne au commissariat. Elle me dit qu'il n'y avait que 4 caméras. Non, Stéphanie, il n'y a pas 4 caméras, il y a 47 caméras à Blagnac. Et je vais là aussi revenir sur cette question. Caro, elle ne sait pas trop si c'est la ville ou la préfecture qui doit agir, mais elle me dit qu'elle souhaiterait qu'on ait plus de moyens. Moi aussi, je souhaiterais qu'on ait plus de moyens. Il s'avère que demain, en principe, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, doit venir à Toulouse et il atterrit à Blagnac. Et la coutume républicaine fait que lorsqu'un ministre atterrit à l'aéroport de Blagnac, le maire de Blagnac va l'accueillir. J'irai donc accueillir M. Castaner pour lui dire aussi que nous avons besoin de plus de moyens pour la sécurité à Blagnac, et j'espère qu'il entendra mon message. Et puis, on a aussi Cécile qui dit « Je regrette que dans les lives, vous ne passiez pas un peu plus de temps sur la sécurité. » Donc ce soir, je vais essayer de m'employer à corriger cela. Enfin, Nathalie qui dit, et ça fait plaisir aussi, que, oui, il répond à Cécile en disant « C'est mieux que rien » et que je vais, moi, le maire, au contact des habitants. Enfin, Claire nous fait part de son impression que la police tourne maintenant et qu'elle se sent un peu plus en sécurité, mais qu'elle
Elle dit attention, il faut qu'on préserve ça. Et puis, voilà, un certain nombre de questions de ce type-là. Alors, sur la question de la sécurité. D'abord, c'est uniquement à partir de la mi-janvier que les nouveaux dispositifs ont été mis en place. Que la réorganisation de la police nationale, telle que j'ai eu l'occasion de la présenter, a été opérationnelle. Aujourd'hui, nous disposons à Blagnac de la présence de la police nationale qui est là avec 2 équipages qui tournent le jour et un équipage qui tourne la nuit. D'ici quelques semaines, nous aurons 3 équipages le jour, 2 équipages la nuit. Alors la police, que ce soit la police nationale, et je reviendrai un peu sur la police municipale tout à l'heure, elle fait effectivement son travail. Je voudrais simplement vous dire que sur le mois de février jusqu'à la mi-mars, il y a eu 40 interpellations, dont 16 mineurs. C'est-à-dire que 40% des personnes interpellées sont des mineurs. Dans le même temps, la police municipale a relevé des affaires en flagrant délit à hauteur de 19. On en avait 10 antérieurement. Donc, effectivement, les problèmes d'insécurité sont aujourd'hui pris en compte par la police, que ce soit la police nationale ou la police municipale. Cela étant, une fois qu'il y a eu interpellation, les délinquants sont déférés devant le juge. Et là, les choses nous échappent totalement. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et on s'aperçoit que le problème, il n'est pas qu'à Blagnac, c'est que lorsque les personnes sont interpellées, ensuite le juge dit je les mets en détention ou pas. Or, qu'observe-t-on? On observe que, vous l'avez vu, 40% de mineurs, qu'aujourd'hui, les mineurs ne peuvent pas être incarcérés. Et donc le juge, effectivement, reçoit les mineurs, il peut les déférer, mais il les relâche. Ce qui fait qu'effectivement, parmi les interpellations, et les 40 interpellations, il y a des délinquants qui ont été interpellés plusieurs fois. Interpellés, déférés devant le juge, relâchés, ils commettent un nouveau délit, réinterpellés, représentés devant le juge. Donc oui, et bien sûr les choses ne sont pas parfaites, mais oui, on progresse de ce point de vue. Pour ce qui concerne de la police municipale, nous avions un système de caméras, je l'ai dit, 47 caméras, mais les caméras étaient, par souci de mutualisation, visionnées à Toulouse. Bon, il s'avère que la vision des caméras à Toulouse, elle n'était pas satisfaisante. Ce que j'ai décidé, c'est donc de rapatrier ces caméras au sein du service de la police municipale de Blagnac. Et depuis une dizaine de jours, le service de visionnage des caméras est opérationnel. C'est-à-dire que nous avons en permanence 2 agents, alors ce ne sont pas des policiers, ce sont ce qu'on appelle des ASVP, des assistants de sécurité de voie publique, qui sont là pour visionner toute la journée ce qui se passe sur la ville de Blagnac et ses 47 caméras. Et ils se relaient, donc ces ASVP, on ne peut pas les laisser toute la journée devant les caméras, c'est 2 heures avec un turnover normal, avec des repos, parce que c'est quand même épuisant d'être en permanence devant les caméras, donc on a un dispositif tournant, et ces ASVP, lorsqu'ils ne regardent pas les caméras, puisqu'ils sont sur la voie publique, sont là aussi pour relever les infractions éventuelles sur la voie publique. Donc, vous le voyez, le dispositif est en train d'évoluer, de se mettre en place. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de dire ici, certainement pas, qu'on va régler la totalité des problèmes de sécurité, mais du point de vue de la présence policière, du point de vue de l'action policière avec les interpellations, les choses ont très très sensiblement évolué en l'espace de quelques mois. Moi, je reviendrai devant vous aussi régulièrement pour vous dire voilà ce qui se passe. Ce que je dois observer, bien que le dispositif ne soit pas encore totalement opérationnel, c'est que sur le taux de criminalité, on observe une baisse. Sur l'atteinte aux personnes, on observe une baisse. Sur les vols à main armée, les vols avec violence, les vols à la tire, on a une baisse. En revanche,
Et je ne vais pas vous dire que là, ça va bien. Ça va très mal du côté des cambriolages. Du côté des cambriolages, on a une croissance extrêmement importante des cambriolages dans tous les quartiers de Blagnac. Et ce qui est assez... C'est pas rassurant parce qu'on ne se rassure pas du malheur des autres. Mais c'est que ce problème des cambriolages est un problème que l'on retrouve effectivement dans toutes les communes. En revanche, la délinquance liée à l'automobile et les autres infractions, tout cela, aujourd'hui, est à peu près stabilisé et les chiffres ne sont pas les chiffres du maire de Blagnac. Ce sont des chiffres qui nous sont communiqués par Toulouse Métropole sur la base des constats faits par la gendarmerie ou la police nationale. Donc sur la sécurité, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut jamais se relâcher. Ça n'est pas parce qu'aujourd'hui on avance dans le bon sens qu'il faut considérer que c'est gagné. C'est la question de sécurité, elle n'est jamais gagnée. Ce qui s'est passé samedi à Paris, ou dans d'autres villes, montre à quel point aujourd'hui les problèmes de sécurité sont complexes. Les problèmes de sécurité ne se règlent pas simplement par des déclarations tonitruantes. Les problèmes de sécurité, c'est une action au quotidien. Et j'ai souhaité, je l'ai organisé, que des habitants puissent exprimer directement devant les responsables de la police nationale, devant les responsables de la police municipale, les problèmes qu'ils rencontraient. Ce sont les riverains du chemin d'Aussonne. Et donc j'ai organisé une réunion où 3 riverains du chemin d'Aussonne étaient présents avec nous pour expliquer à la police nationale ce qui était en train de se passer. Et donc ça nous a permis, par exemple, d'identifier la nécessité à un endroit de mettre en place une caméra. Nous devons effectivement sécuriser un site parce qu'il présente un certain nombre de dangers. Et donc je crois effectivement que l'écoute des citoyens qui vivent les problèmes au quotidien sont essentiels. J'ai souhaité effectivement que les responsables entendent directement ceux qui vivent ces problèmes. Et par exemple, ils ont soulevé le cas d'un individu qui a un chien dangereux. Donc ce chien dangereux n'avait pas été signalé à la police nationale, qui a immédiatement diligenté une opération pour rencontrer le propriétaire de ce chien dangereux et lui expliquer que ce chien ne devait pas être laissé comme ça, sans surveillance, qu'il y avait des règles. Ils ont rappelé les règles. Donc c'est une première étape de prévention. Mais naturellement, maintenant que cette personne est prévenue, s'il y a quoi que ce soit, il pourra y avoir interpellation là aussi. Donc voilà, je ne vais pas vous dire j'ai une baguette magique et je règle tous les problèmes de sécurité. Simplement, ce que je vous dis, c'est que c'est un sujet qui est au cœur de mes préoccupations, au cœur des préoccupations de l'équipe municipale, des services municipaux, et que nous faisons véritablement un maximum pour améliorer les choses. Et je l'ai dit, je reviendrai vers vous pour vous donner les éléments d'amélioration, voire de dégradation, comme je l'ai fait aujourd'hui sur les cambriolages. Quand c'est le cas, je pense que c'est la transparence qui doit être la reine de ce dispositif. Sur une autre question, Caro s'est interrogée sur l'éclairage public. Elle me dit, voilà, on a un éclairage public, il faudrait qu'il soit plus intelligent et plus ciblé. Et Caro, vous avez raison. Vous avez raison, on avait plusieurs options par rapport à ça. Il y a une option qui aurait pu être celle qui consistait à dire, voilà, on ne va plus éclairer les rues la nuit. Je n'ai pas accepté cette proposition. En revanche, aujourd'hui, avec le SDEC, puisque c'est le service départemental qui gère la question de l'éclairage public, nous avons, et nous sommes convenus, d'avoir un éclairage qui allait être variable en fonction des heures de la nuit. Il y a des heures dans la nuit où on a besoin d'un éclairage, et il y a d'autres heures pendant lesquelles, compte tenu de la fréquentation sur la voie, on n'en a pas besoin. Et donc on a aujourd'hui des outils, des techniques qui nous permettent de moduler l'éclairage en fonction des heures, en fonction des lieux. Et c'est tout cela que nous sommes en train de mettre en place. Bien sûr, ça génère des économies, puisqu'on consomme moins d'énergie. Bien sûr, ça réduit le problème des nuisances lumineuses,
mais ça concourt aussi à continuer à assurer la sécurité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il n'y aura pas d'interruption de l'éclairage. Donc voilà, Caro, je pense vous avoir apporté la réponse, et je suis très heureux que vous ayez eu une sensibilisation à cette question. Alors Claire, qui nous dit qu'il y a des problèmes de bétonisation, ce sentiment est partagé par Monique qui était venue avec moi sur ce live. Alors oui, effectivement, il y a un processus de construction immobilière. Je voudrais très clairement expliquer la problématique à laquelle je suis confronté. Il y a à Blagnac un certain nombre de propriétaires qui sont régulièrement, et peut-être certaines ou certains d'entre vous ont-ils fait l'objet de ces démarches, qui sont régulièrement sollicités par ce que l'on appelle les négociateurs fonciers pour leur acheter leur maison. En fait, que se passe-t-il? Les promoteurs essaient de trouver 3 maisons qui sont côte à côte. Ils vont voir les propriétaires pour leur dire, ben voilà, moi je vais vous acheter votre maison. Et bien sûr, ils leur font des propositions qui sont des propositions extrêmement intéressantes pour le propriétaire. Une maison qui, sur le marché, vaudrait 200 000 €, ils sont prêts à dire, moi je mets 400. Donc le propriétaire a effectivement envie de vendre. Et ils font ça pour chacun des propriétaires. Puis ils viennent me voir en me disant, voilà, moi j'ai 3 propriétaires qui ont vendu et je voudrais faire un collectif. Et donc là où on avait 10 personnes, on en mettrait 60. Et donc aujourd'hui, la démarche qui est la mienne avec les services de l'urbanisme, c'est de dire non, on ne va pas vous autoriser à faire ça. Même si le plan local d'urbanisme le permet, on négocie pour leur dire on ne veut pas ça parce qu'il n'y a pas les places de parking, parce que ça va encore engorger la circulation dans ce quartier, etc. Et donc face à cette pression que nous avons, parce que la pression elle est sur la métropole, n'oublions pas que notre métropole elle reçoit 15 000 habitants de plus tous les ans. Donc il faut loger ces gens-là. Et donc il y a une demande de logement, mais s'il y a une demande de logement, et nous devons faire, nous, dans le cadre de l'accord métropolitain, 280 logements par an. La vraie question, c'est où est-ce qu'on fait ces logements et comment on fait ces logements. Et ça nous a amené à bâtir, à construire une orientation de l'aménagement. Nous avons cartographié Blagnac et défini 4 zones avec des stratégies différentes selon les zones. Il y a des zones sur lesquelles on dit qu'il ne faut pas toucher. Le centre ancien, il faut arrêter de construire. Ça ne veut pas dire qu'on ne permettra pas à un nouvel accédant de mettre une pièce de plus. Mais ça veut dire par contre que l'opération consistant à raser des maisons individuelles pour faire du collectif, ça ne se fera pas dans le centre ancien puisque nous voulons le préserver. Ensuite, nous avons des quartiers sur lesquels nous devons accompagner. Accompagner, ça veut dire effectivement qu'on peut densifier sans modifier la structure du bâti. Ça veut dire, par exemple, quand on a une grande maison, mettons, de 200 mètres carrés, dans laquelle il y a 2 personnes aujourd'hui, on peut peut-être faire 3 ou 4 logements. Ça, on peut l'accepter. Puis il y a effectivement des quartiers sur lesquels on peut développer. La 3e phase d'Andromède, c'est du développement. Ce sera, là aussi, maîtrisé, ce sera inscrit dans un processus, mais c'est à cet endroit-là que l'on pourra construire. Donc vous le voyez, on a une démarche qui est une démarche visant à préserver l'aménagement de ce qui se fera sur la ville de Blagnac. Et pour cela, bien sûr, on ne va pas le faire, nous, tout seul dans un coin. Et donc, tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs, de 18h à 20h, dans le hall de l'hôtel de ville, nous présentons effectivement cette démarche, ce schéma directeur d'urbanisation. J'observe d'ailleurs que le président de la métropole, le maire de Toulouse, a fait la même démarche pour sa ville. Donc finalement, on n'est pas les seuls à s'interroger sur ces questions-là. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que depuis la mi-février, où on a lancé cette opération, il y a 100 personnes qui sont venues pour regarder, observer, faire des remarques. Et naturellement, nous souhaitons que ces remarques soient faites pour pouvoir modifier, amender éventuellement le schéma que nous avons élaboré. Donc je vous invite
bien sûr, Blagnacaises et Blagnacais à venir, soit le mardi, soit le jeudi, il n'y a pas de rendez-vous. Vous venez entre 18h et 20h et il y aura de là des techniciens qui vous présenteront le dispositif que nous avons mis en place. Donc, vous le voyez, une urbanisation maîtrisée, une urbanisation qui respecte Blagnac, une urbanisation qui ne soit pas de nature à défigurer notre commune. Vous savez, moi je suis pratiquement né à Blagnac, j'avais 9 mois quand je suis arrivé. Bon, vous l'avez compris, je suis très attaché à cette ville. Et donc, je ne souhaite pas, évidemment, que nous soyons largement pris de court par une proposition que nous ne maîtriserions pas. J'ai dit aux promoteurs que ce ne sont pas les promoteurs qui feront la ville. La ville, elle sera faite par les habitants et par les élus. Elle ne sera pas faite par les promoteurs. Et le schéma que nous proposons, bien sûr que je vais le présenter aux promoteurs, pour dire aux promoteurs, écoutez, ce n'est pas la peine que vous alliez démarcher des propriétaires de maisons pour leur dire, là, je vais faire du collectif, nous ferons en sorte que vous ne puissiez pas faire du collectif. Donc, travaillons ensemble, coopérons pour avoir une urbanisation qui soit conforme à ce qu'est la ville de Blagnac. Voilà ce que je voulais dire. Alors, juste pour terminer, parce que finalement, ça passe très vite, hein, juste pour terminer, je vais regarder si j'ai eu des questions. Je ne pense pas. Si. Pourquoi la police municipale ne répond pas après 18h? La police municipale doit répondre jusqu'à 20h. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle ne répond pas après 18h, puisque la police municipale est présente jusqu'à 20h. Nous avons adapté les horaires pour qu'effectivement la police municipale soit présente jusqu'à 20h le soir. Donc, non. J'ajoute simplement par rapport à cette question que nous n'écartons pas l'hypothèse d'avoir, quand c'est nécessaire, des brigades de la police municipale qui puissent tourner la nuit. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut un équipage d'au moins 2 policiers, mais ça n'est pas exclu. Alors, je reviens pour terminer sur 2 points. La première, c'est que les réunions publiques dans les quartiers que j'ai organisés ont réuni près de 1200 Blagnacaises et Blagnacais, et il m'a paru important d'aller directement dans les quartiers, devant les Blagnacaises et devant les Blagnacais, pour entendre les questions. Je pense que c'est quand même plus important d'avoir cette écoute directe, cet échange direct, et je l'ai souhaité. Je remercie toutes les Blagnacaises et tous les Blagnacais qui ont participé à ces réunions publiques. Et bien sûr, je ne vais pas apporter la réponse à toutes les questions parce que je ne les avais pas, mais en revanche, toutes les questions qui ont été posées font l'objet d'une analyse, d'une étude, et les réponses seront données. Et le dernier point, c'est le débat public. Nous avons tenu donc le débat public dans, je ne sais plus quelle était la date, c'était en février, donc dans le Petit Théâtre Saint-Exupéry. Il y a plein de questions qui sont remontées à l'occasion du débat ou dans le cadre du forum qui avait été ouvert à cet effet. Et nous avons demandé au cabinet qui nous a accompagnés de faire la synthèse de ce qui s'est dit à l'occasion du débat public, et il nous a paru normal, dans tous les cas je m'y étais engagé, que nous restituions les éléments de ce débat public. Et donc le 6 avril, à 16h, là aussi au Petit Théâtre Saint-Exupéry, nous aurons la restitution de ce qui aura été dit, aussi bien dans le cadre du débat public que sur la plateforme après ce débat public. Ce sera l'occasion, bien sûr, de débattre encore, ou tout au moins de discuter de ce qui aura été dit sur les grandes questions nationales, et ce sera pour moi l'occasion aussi de répondre sur les problématiques communales qui ont émergé à l'occasion de ces échanges. Donc vous le voyez, la démocratie directe, la démocratie participative, l'écoute citoyenne est au cœur de nos préoccupations. Elle se met en place, elle se met en œuvre. Je voudrais là aussi en profiter pour remercier tous ceux, toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette démocratie de proximité, les conseils de quartier, le conseil économique et social local et environnemental, le conseil des seniors,
Et puis, plus près encore, le conseil municipal des jeunes, le conseil municipal des enfants, en fait, toutes celles et tous ceux qui contribuent en fonction de leur niveau d'engagement à nous faire évoluer, à nous faire entendre aussi la voix de celles et de ceux qui vivent Blagnac au quotidien. Et c'est pour nous extrêmement important. Pour terminer, parce que je vois que c'est 19 heures, pour terminer, je voudrais simplement vous dire d'ores et déjà que, au regard du succès qu'a été l'an dernier notre déjeuner, qui a été le repas que nous avons fait au mois de juin, qui était effectivement ce repas. L'an passé, nous avions fait un veau à la broche. Cette année, on fera bien sûr autre chose. Il faut aussi qu'on écoute, qu'on dise ceux qui ne veulent pas manger forcément cette viande-là. Donc, nous aurons effectivement nos rencontres. Alors, les réservations pour ce repas champêtre vont être ouvertes à partir du début avril. Et donc, d'ores et déjà, vous pourrez vous inscrire sur le site en ligne pour réserver vos tables pour ce repas champêtre qui aura donc lieu, alors je ne sais plus les dates, mais c'est le 26, je crois, ou le 24 juin. Enfin, les dates vous seront communiquées, je suis désolé, je ne les ai pas avec moi, mais ce n'est pas grave. Donc je vous informe que d'ores et déjà, à partir du début avril, vous pourrez vous inscrire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Dans tous les cas, je voudrais remercier aussi celles et ceux qui prennent du temps de poser des questions sur Facebook, de suivre ce live. Pour moi, c'est important. C'est des retours, vous le voyez, qui m'amènent à travailler sur ces dossiers, à interpeller les services, y compris les services de l'État, sur ces grandes questions. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, comme le disait Michel Serres, nous avons aussi une autre bonne nouvelle. Le printemps est arrivé. Merci et bonne soirée.